Bonjour et bienvenue à la présentation de notre document intitulé Fibromyalgie 101. Je désire remercier Joanne Loisel qui siège comme secrétaire au sein du conseil d'administration depuis 7 ans, donc depuis juin 2016. Elle a mis sur pied ce document-là en 2017. Donc, elle a travaillé fort, elle a fait plusieurs recherches. Le document, à prime abord, avait peut-être une vingtaine de pages. Et au début, Joanne rencontrait les nouveaux membres de l'association pour leur présenter le document, leur donner de l'information pour les aider à en connaître plus sur la fibromyalgie. Ensuite, au fil du temps, on a rajouté des pages d'informations et ce document-là était présenté sous forme de conférence. Et aujourd'hui, nous choisissons de publier notre document pour aider les gens, le plus de gens possible, à comprendre et en apprendre davantage sur la fibromyalgie. Les renseignements publiés dans le présent document sont destinés uniquement à des fins informatives. Ils ne constituent pas des conseils professionnels spécifiques de nature médicale ou juridique. Surtout, gardez à l'esprit que même lorsqu'une information est exacte, elle ne représente pas pour autant un avis médical, car elle peut ne pas s'appliquer à votre cas en particulier ou à vos symptômes. Seul un professionnel de la santé est apte à vous fournir un avis médical, quelle que soit votre condition. Dans le présent document, nous allons parler de la définition, de la prévalence, l'étiologie, du diagnostic, des symptômes, des impacts et de la réalité au quotidien, de l'autogestion de la douleur, de l'anxiété, de la technique, de la QR, du plan d'action, du corps et de l'esprit, des boîtes à outils, de ce qu'on trouve à l'intérieur et des différents traitements alternatifs. Pour ce qui est de la définition, on dit que la fibromyalgie, c'est une condition chronique, donc qui cause de la douleur aux différents tissus, aux muscles, aux tendons, aux ligaments, donc à plusieurs endroits dans le corps. Puis il y a aussi plusieurs autres symptômes qu'on va voir tantôt qui sont reliés là, à la fibromyalgie. La compréhension. Donc, les chercheurs tentent de comprendre pourquoi que nous, les personnes qui souffrent de fibromyalgie, on ressent plus de douleur. À ce jour, l'explication la plus plausible est que les personnes qui souffrent de fibromyalgie, notre système est déséquilibré. Donc, tout ce qui est notre réseau électrique interne, tout ce qui est neurotransmetteur, tout ce qui envoie les messages au cerveau qui dit qu'on a mal, eh bien, chez nous, on a plus de sensibilité, les muscles et les tendons sont plus facilement irritables par toutes sortes de facteurs et tous les messages qui sont envoyés au cerveau, malheureusement, ne sont pas les bons messages envoyés. Le microbiome révèle un nouveau secret de la fibromyalgie. Donc, il y a des avancées, il y a de plus en plus de recherches qui se font pour ce qui est du diagnostic. L'université de McGill, on a un nouvel espoir. Il y a des recherches qui se font de plus en plus. Donc, je vais vous laisser lire ce que la Faculté de médecine et des sciences de la santé a sorti en juillet 2022. Donc, ce qu'ils disent à la fin, c'est que les personnes qui en souffrent, on peut entrevoir un nouvel espoir en espérant pouvoir bientôt avoir des outils pour avoir un meilleur diagnostic ou avoir un diagnostic et non que ce soit par élimination. La fibromyalgie affecte plusieurs choses dans le système, donc nous allons voir toutes les différentes parties du corps humain qui sont affectées par la fibromyalgie. Les différentes études donnent malheureusement différents chiffres. On sait que la fibromyalgie peut se manifester dès l'enfance. Cependant, habituellement, elle apparaît au début ou au milieu de l'âge adulte et son pourcentage augmente avec l'âge. Au Canada, on dit qu'il y aurait 2 à 10 de la population générale qui souffrirait de la fibromyalgie. C'est quand même un pourcentage assez large. Et ça, c'est des chiffres qui sortent de 2010. Et si on se fie là, à l'Université de Sherbrooke, affirme que seulement 1 des personnes atteintes seraient diagnostiquées à l'heure actuelle.
Donc, c'est des chiffres qui sont encore très vagues. Il y a plusieurs personnes qui en souffrent et qui sont malheureusement non diagnostiquées, soit parce que les médecins ne croient pas en la fibromyalgie, soit parce qu'ils ne consultent pas ou pour toute autre raison, mais on n'a pas encore de chiffres exacts pour ce qui est de la fibromyalgie. Il y a eu une étude qui a été faite et ça a été publié par l'Agence de la santé publique là, dans un volume numéro 35 en 2015, qui est une enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, donc à savoir avec les différents groupes d'âge, ceux qui souffraient juste de syndrome de fatigue chronique, ceux qui souffraient juste de fibromyalgie ou des deux, donc chez les hommes et chez les femmes en pourcentage. Donc, vous avez le tableau ici là, pour les 12 à 44 ans, les 45 à 64 ans et les 65 à 5 ans et plus. Pour ce qui est de l'étiologie, les causes de la fibromyalgie, on s'entend que c'est encore assez vague. Donc, ils disent que ça peut être un traumatisme physique, physiologique, psychologique, génétique ou sans cause apparente. Que ça touche pas mal tout. Ça peut être des anomalies dans le système nerveux central. C'est ce qui, entre autres, gère la douleur. Puis, les fibres nerveuses de l'organisme sont plus sensibles et plus actives que la normale. Ça pourrait que le manque chronique de sommeil réparateur ne soit pas seulement un symptôme, mais une cause. Pour ce qui est du diagnostic, malheureusement, il n'y a rien encore de définitif à ce jour. Dans les années 90, il fallait avoir 11 points douloureux ou plus sur les 18 points. Il fallait que la douleur apparaisse dans les 4 cadrans du corps pendant plus de 6 mois. Il y avait plein de trucs différents pour diagnostiquer. Ça, c'est vraiment éliminé. C'est désuet, disons. Il y a certains médecins qui s'en servent encore, mais vraiment, là, c'est pas à jour. Il ne faut plus se fier à ça du tout, du tout, du tout. En 2010, là, c'était plus vague, donc douleur généralisée, troubles somatiques, donc dans le corps. On ne savait pas trop comment le diagnostiquer. Aujourd'hui, ce qui prône là, pour vraiment là, diagnostiquer, c'est que c'est tout patient qui a une douleur généralisée depuis plus de 3 mois et qui est inexplicable. Donc, il n'y a pas de traumatisme ou d'état inflammatoire qu'on peut expliquer. Donc, aucune analyse de laboratoire ou aucune imagerie ne permet de confirmer le diagnostic. Donc, on y va par processus d'élimination. Donc, on passe des tests, des scans, des IRM, des radiographies, des prises de sang, on peut tous les nommer. Et c'est vraiment par élimination qu'on y va parce qu'il faut être sûr aussi qu'il n'y a pas de traumatisme. Donc, sans traumatisme, pendant plus de 3 mois, c'est là qu'on peut diagnostiquer là, vraiment qu'on souffre de fibromyalgie. Donc, l'Organisme mondial de la santé reconnaît la fibromyalgie comme une maladie distincte en 92. Mais ça, c'est pas Santé Canada, c'est vraiment l'Organisme mondial de la santé. Entre les deux, ça a été reconnu comme une maladie rhumatisme non articulaire. Et en 2006, l'Organisme mondial de la santé reconnaissait la fibromyalgie comme une maladie à part entière. On s'entend, c'est pas la même chose que d'être reconnue par Santé Canada ou par les médecins ou par peu importe. Là. On dit aussi qu'il n'est pas nécessaire d'adresser le patient à un spécialiste. Donc, on n'est pas obligé de voir un rhumatologue ou un neurologue ou un physien pour être diagnostiqué. Un médecin de famille, un généraliste peut confirmer le diagnostic. Bon, le diagnostic est enfin établi. Le docteur le confirme, le médecin le confirme, c'est la fibromyalgie. Donc, on se dit enfin, notre souffrance porte un nom. Donc, on tombe en mode action. On veut trouver des ressources, on veut trouver des traitements, des spécialistes qui sont disponibles dans la région. Go, go, go. Là, on ne sait plus on va le dire, où se garrocher. Donc, les réactions peuvent être très, très différentes d'une personne à l'autre. Il y en a qui sont contents d'avoir un diagnostic. Il y en a qui le sont un peu moins parce qu'ils ne connaissent pas la fibromyalgie
Parce que quand ils font des recherches, ils se rendent compte que c'est une maladie qui est encore inconnue, qui est encore incomprise, qui est jugée. C'est pas tout le monde qui la connaît. Donc, on peut se sentir aussi soulagé, on peut avoir espoir, mais on peut aussi tomber dans l'inquiétude, avoir des craintes, être dans l'incompréhension. Donc, si on peut vivre tout ça en même temps, là, on peut passer d'une réaction à l'autre assez rapidement. L'important, c'est de ne pas s'isoler. Il faut garder contact avec ses proches. Il faut garder du soutien. Il faut en parler. Si c'est trop difficile, puis s'il n'y a pas personne qu'on sent autour de nous autres, bien c'est là. Puis même si on a des gens autour de nous autres, il y a des associations, il y a des groupes d'entraide. Il faut cogner aux portes, il faut faire les appels, puis il faut vraiment là, trouver des associations, des groupes d'entraide, des groupes de douleur dans la région pour aller se chercher de l'aide et se chercher un groupe de soutien pour nous aider dans tout ça. Les facteurs qui influencent, ce qui déclenche, ce qui peut faire varier notre douleur, ce qui est différent d'une personne à l'autre, mais ça peut être le froid, le chaud, l'humidité, les différentes émotions qu'on vit, ça peut être le stress, la fatigue, l'anxiété, la colère. Inactivité, de ne pas bouger du tout, c'est de rester au lit tout le temps. Ça peut faire augmenter la douleur parce que nos muscles viennent qui ne travaillent plus du tout. L'effort physique trop élevé aussi. Il ne faut pas aller aux extrêmes. Le manque de sommeil. Fait qu'il faut voir, nous, chaque personne individuellement, qu'est-ce qui déclenche nos douleurs. Il faut le noter. Aujourd'hui, mes douleurs sont plus fortes. Qu'est-ce que j'ai pu faire? La température, c'est-tu plus humide? Ah, il pleut. Il y a eu un changement de température drastique. Donc, notez qu'est-ce qui influence vos douleurs. Puis comme ça, à un moment donné, on vient qu'on se comprend un peu plus. Puis on le sait, bon, mais là, aujourd'hui, c'est très humide. OK, c'est pour ça que j'ai plus mal. Puis je n'ai pas le contrôle, mais je le comprends et je le sais un peu plus. Il y a plus de 200 symptômes pour la fibromyalgie. On ne peut pas tous les regarder. On va passer au travers de quelques-uns rapidement. Je vais juste regarder ça avec vous. Donc, la fibromyalgie, il y a des symptômes au niveau du système musculo-squelettique. Il y en a au niveau du système nerveux. Ensuite, il y en a au système troubles cognitifs. Ça, je vais m'y arrêter un petit peu plus. Difficulté à gérer l'information, concentration, troubles de remémoration. Donc, l'éveil d'un souvenir, qu'est-ce qui s'est passé, de la confusion, mauvais emploi des mots, troubles de fluidité verbale. Ça m'est arrivé depuis tantôt, ça va m'arriver encore. Troubles de mémoire à court terme. Donc, il y a un mot pour ça et c'est le fibrofog, le fibrobrouillard. Donc, non, on n'est pas en train de perdre la tête. Un symptôme qui s'appelle le fibrobrouillard. Donc, c'est d'oublier un mot en plein milieu ou d'en utiliser un qui n'a pas rapport dans notre phrase. Il y a les troubles sensoriels, donc que ce soit l'hypersensibilité à la douleur, les stimuli, les sensations de brûlure, tout ce qui est fourmillement aux extrémités. Il y a les troubles de motricité et d'équilibre, donc de la faiblesse, des vertiges, des étourdissements, des maladresses, échapper des choses, perdre l'équilibre. Il y a les systèmes neuro-endocriniens, donc changement de poids. On devient tolérant à la chaleur, au froid, des sauts d'humeur, de l'anxiété, toutes sortes de choses dans notre corps qui est débalancé. Il y a les troubles visuels et auditifs, donc que ce soit nos yeux, la lumière, l'éclairage, nos oreilles, on peut avoir de l'acouphène ou les bruits de fond qui nous dérangent dans une conversation, alors on a de la misère à se concentrer. Sensibilité au bruit, à la lumière, aux odeurs. Il y en a que ça peut déclencher des crises de fibromyalgie, sentir des parfums, certaines odeurs qui vraiment là, nuisent à leur quotidien. Il y a le système circulatoire, donc quand on change de position, la baisse de pression, des évanouissements, la tension d'eau, des échymoses. Je pense que ça nous arrive tous de se regarder puis d'avoir un bleu puis de se dire ça vient d'où? Et l'endroit, c'est l'endroit où on sait que c'est impossible qu'on se soit cogné. Là. Tu sais, en arrière du genou, on se dit je ne peux pas m'être cogné là, mais j'ai un gros bleu, j'ai un ecchymose.
Alors, c'est un des symptômes. Ensuite, le système digestif. Oh oui, des nausées, des brûlements d'estomac, syndrome du côlon irritable. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le système digestif. Il y a un petit peu plus rare qu'on entend parler, mais c'est là aussi. Puis des fois, on ne sait pas que ça peut être lié. Système urinaire, vessie hyperactive, infection des voies urinaires. Puis il y a pour système reproducteur, donc l'endométriose, système menstruel irrégulier, douleur menstruelle intense chez la femme. Et ensuite, il y a aussi perte de libido ou impuissance, puis la possibilité de ne pas avoir d'orgasme et aussi fait partie de tout ça. Si on résume les symptômes les plus fréquents selon le National Fibromyalgia Research Association, c'est les douleurs musculaires qui sont présentes chez 100% des personnes qui souffrent de fibromyalgie. On a la fatigue à 96%, des troubles du sommeil, troubles articulaires, céphalite, des maux de tête, jambes sans repos. Donc, on en nomme plusieurs ici. Puis on finit avec la dépression majeure, mais si on regarde tous les symptômes qu'on a là, c'est certain, ça peut mener vers une dépression et on n'est pas surpris là, quelque part. Si on parle des impacts au quotidien, mais c'est certain que ça entraîne des changements dans notre vie à tous les jours. Là. Ça peut impacter le couple, la famille, l'entourage. Ça diminue ce qu'on faisait à tous les jours, nos tâches, notre travail. Ça change nos habitudes du sommeil, puis ça change la façon qu'on se regarde, nous, qu'on se voit, puis que les autres, le regard qu'ils ont envers nous. Puis le plus beau conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut se donner du temps. Il faut apprendre à connaître le nouveau soi. Il faut apprendre à connaître nos nouvelles limites. Mais vraiment, se donner du temps, c'est pas une semaine que ça va se faire, là. C'est des hauts et des bas. Et c'est vraiment d'apprendre à connaître. Parce qu'on devient une nouvelle personne. On change pour le mieux, pour le moins bien, mais on change, puis il faut apprendre à accepter cette nouvelle personne que l'on est. Dans la réalité au quotidien aussi, là, comme on dit, il faut apprendre à accepter la maladie et à vivre avec. Il y en a qui disent c'est la fibromyalgie, il y en a qui disent ma fibromyalgie. Chacun se l'approprie ou non. Chacun en parle comme ils veulent. Il ne faut pas oublier de choisir ce qui est important pour soi parce qu'on ne peut plus tout faire dans une journée. Là. Fait qu'il faut prioriser. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix parce qu'il y a des moments donnés qu'on voudrait faire quelque chose, mais notre corps, il nous dit non, tout simplement. Il n'en est pas question. Notre corps, il n'est pas capable, puis il faut l'accepter. Donc, dans ce moment-là, il y a une phrase magique que j'aime utiliser, moi, puis c'est « Je choisis de ne pas plier mon linge aujourd'hui. Je choisis de ne pas faire mon lit. » On ne se cogne pas sa tête, là. Je ne le fais pas, mon lit, c'est pas grave. OK, c'est peut-être parce que je ne suis pas capable de le faire. Mais je choisis de ne pas le faire parce que si je le fais, je vais être pire après. Fait qu'utiliser la phrase « Je choisis de ne pas ». Le rythme, il faut faire des pauses, il faut s'imposer des limites. Puis il faut vraiment y aller avec du pacing, des pauses, des petits moments où on fait des choses. Il faut apprendre à s'arrêter souvent et justement regarder à l'intérieur, voir comment qu'on va, voir notre niveau de douleur, où elle est. À ce jour, comme vous le savez, il n'existe pas de traitement pour guérir la fibromyalgie. Donc, ce qu'on a à notre disposition, c'est des outils pour diminuer les symptômes et ainsi diminuer la douleur. Donc, on va parler tantôt des différents outils à utiliser, des choses qui sont à notre disposition. Ce qu'on sait, c'est que la combinaison d'exercices ou de mouvements doux avec la médication peut être une combinaison gagnante. Idéalement, il faut utiliser ce qu'on appelle la monothérapie, c'est-à-dire d'essayer un médicament à la fois ou modifier une chose dans notre quotidien. C'est-à-dire que si vous essayez un nouveau médicament, ce n'est pas le temps aussi d'essayer de modifier vos
autre chose, votre alimentation, ou de changer autre chose dans votre quotidien parce qu'à ce moment-là, vous ne saurez pas ce qui va fonctionner. Alors, si vous arrêtez un médicament, si vous en commencez un nouveau, il ne faut pas tout faire en même temps. Il faut vraiment modifier une chose à la fois pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ne pas oublier, il faut apprendre à faire des concessions mutuelles. Tout le monde est différent sur la Terre. Alors, avec la fibromyalgie, tout le monde est aussi très différent. Il faut apprendre à vous donner du temps. Il n'y a pas de solution parfaite. Il n'y a pas de baguette magique. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Faites-vous confiance. Vous êtes unique. Oui, on est différent. Oui, vous êtes unique. Et chaque personne qui souffre de fibromyalgie est unique. Ce qui fonctionne pour un ne fonctionne pas nécessairement pour l'autre. Donc, il ne faut pas se comparer. Il ne faut pas dire elle a travers, moi je ne suis pas capable, ou elle peut faire ci, moi je ne peux pas, ou ça ne sert à rien de se comparer. Nous avons tous nos limites différentes. Vous avez tous vos déclencheurs, vos seuils de tolérance, vos limitations. Donc, vous êtes unique. Soyez votre meilleur ami. Traitez-vous comme vous traiteriez votre meilleur ami. On ne le fait pas ça. Hein? Alors, pensez comment vous agissez avec vos meilleurs amis et agissez comme ça avec vous. Aimez-vous au maximum parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. L'anxiété. On sait que l'anxiété augmente la douleur, augmente notre façon de gérer la douleur. C'est pas facile. Alors ici, on va vous présenter quelques techniques d'ancrage pour diminuer l'anxiété et ainsi tenter de diminuer la douleur. Donc, il y a la technique 5, 4, 3, 2, 1 que vous pouvez essayer. Il y a les catégories, nommer des objets dans différentes catégories. Donc, je ne vous les énumérerai pas toutes, je ne les lirai pas avec vous, mais regardez, il y a la conscience du corps, il y a des exercices mentaux que vous pouvez faire. Donc, regardez-les, essayez-les et voyez ce qui vous aide. On ne peut pas juste les essayer une fois parce que quand on est en temps d'anxiété, en crise d'anxiété, là, c'est pas facile. Donc, essayez-en un à plus qu'une fois ou essayez-les quand vous n'êtes pas très anxieux. Alors, vous allez voir l'effet que ça a sur vous. Alors, vous avez ici plusieurs exemples. Donc, j'espère qu'il y en a là-dedans qui vont pouvoir vous aider à diminuer votre anxiété. Mais il y a la théorie de la cuillère. Donc, qu'est-ce que la théorie de la cuillère? Donc, c'est une métamorphose. Donc, c'est une métamorphose qui est utilisée pour illustrer, pour expliquer la gestion de l'énergie physique ou mentale au quotidien par rapport aux activités qu'on fait dans une journée pour une personne qui a une maladie chronique, qui a de la douleur. Alors, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que chaque activité qu'on effectue consomme de l'énergie. Alors, nous, pour faciliter, on regarde ça avec des cuillères d'énergie qui représentent des unités. Ça peut être des cuillères, des bâtonnets, peu importe comment vous voulez vous l'interpréter. Alors, une personne qui a une maladie chronique n'a pas la même énergie qu'une personne qui n'a pas aucune maladie, aucune restriction. Alors, c'est certain que pour chacun, il faut choisir, pour ceux qui ont des limitations, il faut choisir ce qu'on peut faire dans une journée. Parce que ce qui est pour anodin pour une personne de se lever de s'habiller, se laver les cheveux, se déplacer, partir pour le travail, ça va bien. Pour quelqu'un qui a des restrictions, juste faire ça le matin, là, ça peut demander d'aller se coucher tout de suite après. Alors, tantôt, je vais vous expliquer un petit peu plus comment compter, comment regarder les cuillères d'énergie. Dans les prochaines pages, vous avez vraiment comment est venue la théorie de la cuillère, qui a
partie ça. Donc, je ne vous la lirai pas toute, ça a 5 pages. Mais si ça vous intéresse, prenez le temps de le lire. Donc, ici, on vous donne un exemple de ce que c'est les cuillères, les fameuses cuillères d'énergie. Mais ce qu'il faut savoir encore, c'est qu'il faut se l'adapter, se l'approprier. Comme je vous dis, quelqu'un qui a mal dans les bras énormément, pour cette personne-là, se laver les cheveux et se sécher les cheveux, ça peut être quelque chose de presque impossible à faire les 2 tâches une après l'autre, tandis que pour quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose de très facile. Donc ici, on dit que sortir du lit, ça peut être 1 cuillère d'énergie. Prendre une douche, ça peut être 2 cuillères d'énergie. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être 3 ou 4. C'est le mal dans le bas du dos, c'est de la misère à rester debout. Donc, il faut vraiment dire, OK, une personne dans son quotidien a habituellement combien de cuillères d'énergie? En moyenne, on dit qu'on peut commencer à 16, 20. C'est vraiment selon vos limitations et selon ce que vous avez à faire dans une journée. C'est certain que quelqu'un qui travaille du matin au soir, qui tourne à Montréal, n'a pas le nombre de cuillères d'énergie que quelqu'un qui a de la misère à sortir du lit, qui est à la maison, qui a vraiment beaucoup plus de limitations. Alors, l'important, c'est vraiment se faire son tableau de cuillères d'énergie. Mais il ne faut pas trop en faire pour se laisser à court de cuillères pour le lendemain. Donc, si à midi, j'avais 20 cuillères d'énergie puis il m'en reste 4, bien, je ne me rendrai pas au soir. Là. Fait que c'est trouver une façon de bien les répartir au courant de la journée. Il faut, comme je disais, ajuster la valeur des cuillères selon votre condition et vos limitations. Faire votre propre tableau. Et si vous avez déjà des enfants, vous voulez expliquer, bien, découpez-en des cuillères, ça peut être des étoiles, ça peut être n'importe quoi. Et au fur et à mesure que la journée avance, montrez-leur que vous en avez de moins en moins pour qu'ils comprennent que ça soit maman a pris sa douche, papa a pris sa douche, puis vu que je suis fatiguée puis que j'ai mal dans le dos, j'ai mal dans les bras, bien, pour moi, c'est difficile. Et leur montrer qu'il vous reste moins d'énergie que vous en aviez le matin. Oui, eux autres aussi, ils peuvent s'en faire. Un tableau d'énergie, tout le monde peut s'en faire un et voir à la fin de la journée combien il en reste à tout le monde. Et si vous avez mal dormi la nuit, bien, vous pouvez vous en enlever un en commençant le matin. Grippé, vous pouvez vous en enlever 2. Si vous avez fait une bonne sieste l'après-midi, bien, ça pourrait être une façon d'en récupérer une. Prenez-le, ce tableau-là, et prenez-le et adaptez-le à votre situation. Mais il faut juste que quand vous vous couchez souvent, là, vous ne soyez pas à -3 ou qu'il vous en reste plus du tout, du tout. Il faut juste apprendre à doser et à s'en servir au fur et à mesure tout au long de la journée pour justement pas finir la journée complètement épuisée avec plus d'énergie du tout, du tout, du tout, parce que dans ce temps-là, c'est plus difficile à récupérer et on recommence le lendemain découragé, fatigué. Et là, c'est une roue qui tourne. Fait que faites-vous un beau tableau. Faites-vous-le avec des couleurs, du découpage. Amusez-vous et regardez ce qui vous reste à la fin de la journée. Ça peut être quelque chose de très intéressant. Ici, on va vous parler d'un plan d'action qui s'appelle SMART. Donc, le SMART veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Le plan d'action a pour objectif d'aider les personnes à aller de l'avant et à réussir leur plan. Donc, si on se dit, OK, moi là, je me donne le plan, je veux juste bouger un petit peu plus. Je ne vais pas aller courir un marathon, là. Je n'ai pas l'intention de courir 1 kilomètre, marcher 1 kilomètre la semaine prochaine. Je veux juste bouger un petit peu plus. Alors, de façon hebdomadaire ou quotidienne, je me donne un objectif et je veux que ce soit SMART. Donc, mon plan pour la semaine, qui va être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, je vais aller marcher avec mon chien 3 fois par semaine pour une durée de 10 minutes à chaque fois. Donc, c'est spécifique, mesurable, atteignable, c'est réaliste et temporel. Il faut y aller
en commençant tranquillement. Puis quand on dit 10 minutes, partez, si c'est beaucoup pour vous, là, partez 3 minutes d'un côté, puis revenez. Partez pas nécessairement 5 parce que si l'autre 5 est pénible à revenir, c'est pas mieux. Ça vous fait 3 minutes, venez 3 minutes, ça va bien. Faites un 2 minutes, puis vous revenez un 2 minutes. C'est pas obligé, puis là, si vous voulez augmenter, mais vous augmentez de 1 minute. 2 minutes, pas plus. Si ça va bien, tant mieux. C'est positif, puis votre cerveau va s'en rappeler. Si le 10 minutes va bien, vous ne partez pas en 20 minutes le lendemain, là. Restez à 10 minutes. Ça va bien, c'est atteignable, c'est réaliste et c'est positif pour vous. Vous pouvez augmenter d'1 minute, de 2 minutes. Un autre plan, là, ça peut être faire ma vaisselle. Je vais la faire aux 2 jours et je vais la faire en 3 fois. Ça n'a pas besoin d'être fait à toutes les fois. Donc, je peux dire, je vais me mettre une émission aux annonces ou souvent sont enregistrées, je vais mettre pause, je vais aller faire 10 minutes de vaisselle, je vais revenir me rasseoir et au bout de 15 minutes, je vais retourner. Il faut que ça soit quelque chose de positif et que ça soit réaliste et que ça soit une réussite. C'est ça qui va faire que ça va être agréable et vous allez avoir envie de recontinuer. Le corps et l'esprit, on le sait, la douleur affecte tout notre être, que ce soit le corps, l'esprit et notre état d'âme. Alors, il faut apprendre à considérer et à dealer avec nos sentiments, que ce soit la colère, la frustration. C'est certain que ça crée de l'impuissance, puis ça se transforme en émotions négatives. Puis on le sait, lorsqu'on est en colère ou déprimé, tout semble pire, surtout la douleur. J'aime donner l'exemple de quelqu'un qui a passé une très mauvaise journée et en faisant souper se brûle. Cette douleur-là risque de provoquer des gros mots et des grimaces et une émotion vraiment décourageante, même des larmes. Tandis que quelqu'un qui a passé une super belle journée au travail, qui a, en revenant, qui a entendu sa chanson préférée dans l'auto, qui a eu un appel agréable, tu sais, là, une super belle journée. Puis quand ça s'en souper, elle se brûle de la même façon, là. Ça se pourrait là, que ça passe quasiment incognito, qu'elle se frotte le doigt puis qu'elle continue. C'est la même brûlure, mais la situation n'est pas la même. Donc, la douleur là, peut être différente selon le sentiment qu'on a en dedans cette journée-là, à ce moment-là. Je vais vous parler de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque fonctionne avec des respirations qui aident à réguler le rythme cardiaque. Donc, je vais vous l'expliquer un petit peu tantôt, mais sachez que ça diminue la douleur, la réactivité émotive, l'anxiété et les troubles du sommeil, et ça augmente la sensation de calme, l'attention, la concentration et l'efficacité du système immunitaire. Donc, qu'est-ce que vous faites de plus? Hein? C'est vraiment quelque chose de très positif. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il faut modifier notre respiration et l'amener à être plus régulière, l'inspiration et l'expiration. On respire tous là, mais on n'en prend pas connaissance. Donc, la cohérence cardiaque, ce que c'est de prendre un 5 minutes, 3 fois par jour, si possible. Non, je le sais, c'est peut-être pas réaliste là. Puis il y en a qui commencent par 2 minutes, 1 fois par jour. Il faut commencer à quelque part, puis 2 minutes, 1 fois par jour, c'est mieux que pas du tout. Donc, il y a plusieurs applications qui existent sur les cellulaires, sur les ordinateurs, peu importe, où c'est une inspiration suivie d'une expiration qui sont de la même durée pendant 5 minutes. Donc, on prend conscience de la respiration, tout notre système se calme et devient vraiment beaucoup plus régulier. Tout notre corps en bénéficie. Et je peux vous dire que c'est prouvé que quelqu'un qui pratique la cohérence cardiaque de façon régulière, 3 fois par jour,
voit les bénéfices de façon rapide au bout de 2 à 3 semaines. Donc, le matin, au réveil, ça peut se faire en 5 minutes, ça commence bien la journée. Plein milieu de la journée, ça peut être le soir, ça peut être dans l'auto. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les yeux fermés, là. L'application, ça peut être juste un petit son qui vous dit quand inspirer, quand expirer. Fait que c'est pas sorcier, là, mais c'est très, très, très bénéfique. Donc, je vous invite à l'essayer. Le cycle de la douleur. Donc, on le sait, plus la douleur augmente, plus il y a de la tension, plus moins on a le goût de bouger, donc plus nos muscles deviennent faibles. Ça crée de l'anxiété, du stress et on recommence la douleur, la tension, l'inactivité. Donc, c'est pour ça qu'on veut vous présenter la boîte à outils et vous donner des trucs pour vous aider. Dans la boîte à outils qu'on vous présente aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses. L'activité physique, la gestion de la fatigue, on va parler de médication, de traitement, de l'alimentation. Mais rajoutez-en au fur et à mesure. Gardez-la, votre boîte à outils proche de vous. Allez fouiller dedans de façon régulière. Parce qu'on oublie ce qu'on a dans notre boîte à outils. C'est pour ça que ce petit document-là, il y a bien des choses qu'on sait, qu'on oublie, qu'on a entendu parler. Ah, mais c'est vrai. Alors, c'est un petit rappel parce que vous allez voir qu'il y a bien des choses que vous savez déjà. Un petit rappel une fois de temps en temps, ça ne peut pas faire de tort. Et c'est à vous de choisir dans votre boîte à outils ce qui fait votre affaire. L'activité physique. On le sait, ça aide à garder la forme, donner de la force, de l'énergie, mais aussi ça réduit la douleur chronique au fil du temps. Et ça doit être fait en douceur, tranquillement. Ça peut être, là, je regarde la télévision, pendant une annonce publicitaire, je marche jusqu'au corridor et je reviens. Tout simplement. C'est pas, je m'inscris dans un triathlon ou quoi que ce soit, là. Tranquillement, pas vite. On en fait un petit peu à tous les jours pour que nos muscles restent, puis continuent de travailler, puis qu'ils ne deviennent pas là engourdis. Ça devrait être presque au même type qu'un médicament. C'est pas, il faut que ça travaille les deux ensemble, médicaments et le mouvement et les exercices doux. Puis on s'entend que si on écoute nos limitations, si on ne pousse pas, ben, l'exercice, il n'y a pas d'effet secondaire néfaste sur la santé. Il faut vraiment là, écouter nos limites. Comme je vous dis, je vous le répète depuis le début à plusieurs reprises. Écoutez vos limites et ne poussez pas. Ça va bien marcher jusqu'au bout du corridor, mais continuez de le faire. Ça peut être une marche un petit peu plus rapide ou ça peut être une marche avec bouger vos bras en même temps. Rajoutez-en, mais pas trop, parce qu'il faut que ça continue d'être un succès. Comme on l'a dit, les bénéfices, on les connaît. Ça aide à prévenir et à gérer plusieurs maladies. Ça stimule le système immunitaire. Ça améliore la qualité du sommeil. Dieu sait qu'on en a besoin. Ça réduit le stress et l'anxiété. Donc, l'exercice est une clé importante dans le traitement de la fibromyalgie. Pour ce qui est de la gestion de la fatigue du sommeil, lorsqu'on dort, notre cerveau en profite pour renforcer le circuit nerveux et en produire d'autres circuits et d'autres petits chemins partout dans notre corps. Il y a un lien direct entre notre concentration et notre vigilance au courant de la journée par rapport à notre qualité de sommeil qu'on a eu durant la nuit. Tout notre système, notre organisme profite de la nuit. Il fait un petit ménage, ça récupère nos forces, ça répare toutes les mini-fissures, puis tous les bobos qu'on a dans notre corps. Ça aide tout ça à bien se développer. Fait que dormir aide à réparer les fibres musculaires et à les faire grossir. Donc, c'est important qu'on ait un bon sommeil. C'est pas facile dans notre cas. Donc, il faut essayer de faire le maximum pour avoir un bon sommeil. L'hygiène du sommeil, vous les connaissez, on en entend parler. Tout ça, mettez-les dans votre coffre à outils et utilisez ce qui vous convient. C'est pas tout le monde
Ils disent, donc on le sait, éviter l'ordinateur, les écrans bleus, pas boire de café, rien de stimulant, pas d'alcool. On les a tous entendus. Et j'en connais des gens qui, pour eux, s'endormir devant la télévision à tous les soirs fonctionne. Ils mettent le chronomètre sur la télévision pour que ça ferme tout seul. Et c'est ça qui les aide à s'endormir. Bien, tant mieux. Je veux dire, c'est ça qui fonctionne, là. L'important, c'est qu'ils s'endorment et qu'ils dorment bien. La planification et le rythme. Il faut réussir à atteindre l'équilibre entre nos activités, ça peut être le ménage, aller faire l'épicerie, peu importe, et le repos. Donc, il ne faut pas faire tout pendant 1 heure, puis après ça se reposer pendant 2 heures non plus, parce que le seuil de douleur va augmenter, puis ça va être plus difficile de la faire baisser. Donc, il faut savoir doser entre les deux et bien mélanger les deux, bien créer là, un horaire pour inclure les deux. Donc, si on reste inactif, c'est nocif, mais si on en fait trop et on pousse nos limites et on pousse pour terminer une activité, bien ça aussi, ça peut être nocif, puis ça prolonge notre période de récupération pour diminuer notre douleur. Il faut doser, ça veut dire qu'il faut répartir au courant de la journée des périodes de repos et des périodes d'activité tout au courant de la journée. Lorsque on fait une petite activité, que ça peut être la vaisselle, quand la douleur, elle apparaît, il faut arrêter le plus rapidement possible. Tu sais, vous êtes en train de conduire sur l'autoroute, vous avez mal, je ne vous dis pas d'arrêter de conduire. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment là, vous êtes en train de faire la vaisselle au bout de 10 minutes, vous avez de la douleur, arrêtez. Il faut vous reposer, il faut retourner. Puis vous savez que 10 minutes, c'est trop, mais cette fois-là, ça sera 8 minutes. La vaisselle, elle n'ira pas notre part. L'eau, elle va peut-être refroidir un peu, mais c'est pas grave, vous en rajouterez. Donc, c'est de vraiment doser les deux. Donc, mettez-vous une émission de télévision que vous aimez. OK, à l'annonce, je le mets sur pause parce que la plupart de nos émissions sont enregistrées. Je vais faire 5 ou 10 minutes de vaisselle. Je mets un chronomètre. Je vais me rasseoir. Je vais écouter la télévision 10 minutes. Je vais retourner faire Chacun peut s'approprier la tâche et chacun doit écouter ses limitations, mais il ne faut vraiment pas dépasser ses limites parce que le cerveau s'en rappelle. Et la prochaine fois que vous allez vouloir faire cette tâche-là, le cerveau va se dire la dernière fois qu'elle l'a faite, j'ai eu mal. Puis là, je vais y envoyer le signal encore plus rapidement. Alors, il faut que ce soit une réussite. Il faut que votre cerveau voit cette tâche-là comme étant positive. Et au bout de plusieurs jours, là, vous pouvez augmenter, mais 2 minutes à la fois, pas plus, pour vraiment doser. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir tranquillement réduire le nombre et la durée des pauses ou tranquillement augmenter tranquillement le temps de l'activité. Mais l'important, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Et ça, c'est vraiment très, 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 très important. Et selon votre sommeil, selon votre journée, selon que vous êtes malade, il faut s'ajuster aussi, là. N'oubliez-le pas. La relaxation et une meilleure respiration. On en a parlé tantôt avec la cohérence cardiaque. Donc, on sait que tout ça soulage les tensions musculaires, ça réduit l'agitation, ça réduit le stress, ça diminue le rythme cardiaque, la pression, ça stimule la sécrétion de l'endorphine. Mais juste de relaxer, d'avoir un bon rythme de respiration, c'est bon pour le corps. La pensée positive, la méditation, c'est une distraction pour l'esprit, pour le cerveau. Ça amène la tête ailleurs. Faire quelque chose qui demande de la concentration, tenter de faire abstraction de la douleur. Je ne vous dis pas que la douleur, c'est dans la tête et loin de là. Sachez-le,
C'est juste que si on amène le cerveau ailleurs, la concentration ailleurs, et si on se concentre sur autre chose, on est moins porté à porter attention à la douleur. Des suggestions aussi d'activités qui peuvent se faire pour diminuer la douleur et pour faire abstraction. Il y a le Qigong. Selon une étude, c'est vraiment quelque chose qui aide à diminuer la douleur parce que ça a un impact sur les fonctions musculo-squelettiques. Le yoga traditionnel et adapté, là, c'est pas le gros yoga à faire la tête en bas, les jambes dans les airs, là. Un yoga adapté, ça peut être un yoga sur chaise, ça peut être vraiment un yoga doux, de la musicothérapie, de l'art-thérapie. On va voir tantôt toutes sortes d'autres choses qu'on peut faire pour se garder occupé. Donc, on sait que l'alimentation saine est importante pour une santé générale. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs modes alimentaires. On sait que des bonnes habitudes pour la santé aident à maintenir un poids sain. Ça agit sur la fatigue, la vitalité, les problèmes gastriques et intestinaux. Et les problèmes qui découlent de la douleur chronique affectent notre humeur. Donc, ça aussi, c'est une autre roue qui tourne là. Alors, lorsque nous ne mangeons pas sainement, l'augmentation des calories vides et des mauvaises graisses n'aideront pas une situation déjà difficile. Ici, je vais juste vous montrer rapidement, il y a différents modes de vie alimentaire. Je n'appelle pas ça des régimes ou des... Il y en a qui réussissent à couper le gluten. Ils disent qu'il y a un effet positif sur leur douleur. Il y en a pour qui ça marche, il y en a malheureusement pour qui ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionnera pas en criant ciseaux en une semaine. Quand on fait un changement dans notre mode de vie alimentaire, il faut le faire pour une longue durée. Il y en a qui disent qu'ils vraiment là, prennent les 4 groupes alimentaires. Il y en a qui coupent les produits laitiers. Il y a plein de modifications de trucs qu'on peut changer. Il y en a qui mangent vraiment les 3 repas avec des collations. Il y en a qui vont avec le jeûne. Si vous voulez essayer quelque chose, parlez-en à votre médecin, à votre pharmacien, voir avant si c'est une bonne chose pour vous de faire ce changement-là. Allez voir une diététicienne, nutritionniste pour vraiment savoir exactement comment le faire pour que ce soit bien fait et l'essayer pour quand même un petit moment et voir si pour vous c'est bénéfique ou non. On en a parlé, on va en reparler, les émotions. C'est une roue sans fin. Donc, si on est en douleur, si on est triste, si on est fâché, ça l'amène d'autres douleurs, ça l'amène de l'anxiété, ça peut même engendrer une dépression. Puis, plus on est fatigué, plus on est déprimé, bien, plus on vit dans la négativité. Puis là, plus la douleur se fait ressentir. Et c'est cette fameuse roue sans fin, encore une fois. C'est pas facile. Essayez de voir, faire le lien entre vos émotions et vos besoins. Que ce soit, même si c'est des émotions positives, c'est le fun de le faire quand c'est positif. Là, quand je suis heureuse, j'ai de la joie, voir le besoin qu'il y en a rien de. Pourquoi vous êtes heureuse? C'est parce que j'ai partagé un bon moment. C'est parce que puis quand on est fâché, qu'on est triste, qu'on a de la colère, juste voir un petit peu c'est quoi le besoin, pourquoi que je suis fâchée, pourquoi j'ai eu peur. On n'est peut-être pas capable de le combler, ce besoin-là, mais juste aller vérifier pourquoi on se sent comme ça. Puis des fois, ça peut juste atténuer un peu cette émotion-là et ça peut nous permettre là, de diminuer toute l'émotion comme telle, le stress qui vient avec et juste voir ce qui se cache en arrière de ça. Puis éventuellement, pouvoir peut-être apprendre à le voir venir un petit peu plus rapidement, puis à diminuer l'effet là, que ça a sur notre douleur et sur notre corps. Le gros dossier qui vient, c'est la médication. Donc, je répète et je relis notre avis de non-responsabilité. Donc, les renseignements publiés dans le présent document sont destinés uniquement à des fins informatifs.
Ils ne constituent pas des conseils professionnels spécifiques de nature médicale ou juridique. Surtout, gardez à l'esprit que même lorsqu'une information est exacte, elle ne représente pas pour autant un avis médical, car elle peut ne pas s'appliquer à votre cas en particulier ou à vos symptômes. Seul un professionnel de la santé est apte à vous fournir un avis médical, quelle que soit votre condition. À ce jour, il n'y a pas de traitement spécifique pour la fibromyalgie. Il y a de la médication pour la douleur qui aide à réduire la douleur et à améliorer la capacité fonctionnelle, mais malheureusement, il n'y a pas encore de médication qui a été trouvée ou prescrite pour enlever complètement la douleur chronique. On se croise les doigts et on espère que bientôt, il va en avoir. Et on sait que, je vous l'ai répété, chaque personne est différente. Alors, ce qui fonctionne pour un ne fonctionne pas nécessairement pour l'autre dans la médication aussi. Alors, c'est du essai-erreur et quand on commence un médicament, mais c'est pas en 2 jours qu'il fait effet. Donc, il faut attendre un petit peu, il faut être patient. Et là, s'il y a des effets secondaires, bien, il faut peser le pour et le contre et voir si on est capable de passer au travers de ces effets secondaires-là en espérant voir des effets positifs par la suite et une diminution de douleur ou d'effets quelconques de nos symptômes liés à la fibromyalgie. Et comme j'ai dit tantôt, il faut toujours essayer un médicament à la fois. Ici, il y a tous les types de médicaments. Je ne passerai pas au travers de toutes les médications. Donc, je vais vous laisser, là, il y a les analgésiques, les anti-inflammatoires, les opioïdes de longue durée, il y a les hypnotiques, les anticonvulsants, les antidépresseurs, les relaxants musculaires, les cannabinoïdes. Donc, c'est le cannabis, mais synthétique, donc qui n'est pas naturel. Ensuite, on tombe dans le cannabis naturel, donc le marijuana et le chanvre, le CBD, le THC. Donc, le CBD ne provoque pas aucune euphorie. Donc, c'est celui qu'on peut prendre dans la journée pour diminuer la douleur, mais nous permettre de bien fonctionner. Et le THC qu'on prend plus le soir, qui provoque le petit high et qui nous permet de mieux dormir. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux parce qu'une vidéo informative sur le cannabis médicinal sera publiée à l'automne. Donc, on devrait avoir ça sur nos réseaux sociaux au mois d'octobre. Le ministre de la Santé et des Services sociaux a sorti un algorithme de la prise en charge de la fibromyalgie. Et ici, on vous présente d'autres tableaux avec la médication, mais qui vous parlent plus des médicaments, de la posologie et des symptômes qui sont ciblés. Alors, vous en avez plusieurs ici, donc je vous invite à les regarder. Et vous pouvez aller aussi voir l'algorithme de la prise en charge de la fibromyalgie sur Internet et sur notre Facebook et notre site web. On a une vidéo où Dr. Clément, qui a fait partie des gens qui ont mis en place cet algorithme, explique lors d'une conférence l'algorithme. Les effets secondaires de la médication. Il varie d'une personne à l'autre. Donc, ça peut aller de la bouche sèche aux ecchymoses, problèmes intestinaux, reflux gastrique, diarrhée, constipation, somnolence, troubles de mémoire, anxiété, augmenter de la pression. On pourrait probablement en avoir 4 pages pleines. Si on a des effets secondaires, c'est de communiquer avec le pharmacien. C'est les spécialistes des médicaments, voir qui en est. Téléphonez à la pharmacie, parlez à votre pharmacien. Communiquez avec votre médecin pour voir ce que vous faites avec ça. Avant de modifier la dose, d'arrêter un traitement, il faut absolument toujours consulter votre professionnel de la santé. N'arrêtez jamais un médicament du jour au lendemain sans avoir consulté. Si vous ne pouvez pas rejoindre votre médecin, votre pharmacien. Les pharmacies sont ouverts 7 jours par semaine. Ils ont la liste de tous vos médicaments. Ils savent ce que vous avez pris, ils savent ce que vous prenez.
plusieurs médicaments ne peuvent pas être arrêtés subitement. Il faut vraiment avoir un plan pour diminuer la médication. Ils ont la liste de tous vos médicaments. Ils savent ce que vous avez pris, ils savent ce que vous prenez. Plusieurs médicaments ne peuvent pas être arrêtés subitement. Il faut vraiment avoir un plan pour diminuer la médication. Et si vous voulez rajouter un médicament en vente libre, des produits naturels, prenez le temps, appelez, prenez rendez-vous avec votre pharmacien. Il va vous rencontrer en privé, il va faire le tour de votre médication. Parce que oui, ça peut être des produits naturels, mais il peut quand même avoir des contre-indications. Les produits en vente libre, il peut avoir des contre-indications. Et il ne faudrait pas, là. C'est important de bien s'informer. Comme on dit, il est important de réaliser que les médicaments font partie de l'équation dans la gestion de la douleur chronique pour plusieurs personnes. Il y en a qui ne veulent pas en prendre, et c'est correct. Chacun se respecte, chacun prend des décisions, chacun se connaît et chacun écoute sa petite voix intérieure. Relation avec les professionnels. Vous et vous seuls savez quand et quelle est l'intensité de vos douleurs. Quand vous voulez parler à un spécialiste de la santé, soyez précis, concis et clair. C'est important parce que quand on arrive devant un spécialiste de santé, des fois, on devient émotif, des fois, on devient anxieux et ça devient frustrant pour nous et pour le professionnel de la santé. Fait avoir une liste avec vous en tout temps de vos médicaments. Si elle est imprimée, c'est sur papier, vous pouvez la remettre. Des fois, il la rend dans l'ordinateur, peu importe. Vos allergies, des questions que vous avez à l'avance, notez-les parce qu'on les oublie. Et quand on sort du rendez-vous, on se dit « Ah, j'ai oublié telle chose ». Prenez en note vraiment toutes vos questions. Connaissez bien vos médicaments puis vos dosages. Quels médicaments vous prenez? Gardez la liste sur vous. Ça peut être dans votre téléphone cellulaire, dans les contacts d'urgence, ça peut être dans votre portefeuille, peu importe. Gardez toujours une liste avec vous. Regardez si vous avez ça sur une petite feuille, là. Pour quelle raison? Pourquoi je prends tel médicament? Quand? Faites-vous un petit tableau, là, très précis. Médicament, pour quelle raison? Quand est-ce la dose? Alors, si jamais vous arrive quoi que ce soit, puis vous aussi, là, pour ne pas être mêlé dans tout ça, vous savez exactement quel médicament vous devez prendre à quel moment. Ici, on a notre acronyme PQRST. Ça, c'est un acronyme aussi qui peut vous aider à décrire votre douleur quand vous arrivez chez le médecin ou quand vous parlez à quelqu'un. Donc, le P, c'est qu'est-ce qui provoque? Pallier. Donc, qu'est-ce qui provoque le problème? Qu'est-ce qui l'aggrave? Qu'est-ce qui l'améliore? Q, qualité, quantité. Quelle est la sensation? Qu'est-ce qui décrit la douleur? Quel mot? Parce que là, des fois, ils disent, c'est quoi? Comment ça? Ah, je ne sais plus. Bon, c'était-tu terne? C'était-tu aigu? C'était-tu une pression? C'était-tu comme une déchirure? Trouvez des qualificatifs précis à vos douleurs. Le rayonnement à la région, j'avais mal où? Est-ce que c'était très, très précis à un endroit? Est-ce que c'était plus? Est-ce que ça se promenait? Est-ce que ça bougeait? S. Symptômes associés et sensations. Quelle était la sensation sur une échelle de 0 à 10? Quelle était la gravité de la douleur, les symptômes associés et le temps? Quand ça a commencé? Combien de temps ça a duré? Puis avez-vous déjà eu cette douleur? C'est la première fois que ça vous arrive. Fait gardez en tête PQRST. Ça peut vous aider à bien nommer et bien expliquer à votre médecin ou votre spécialiste de la santé ce qui se passe. Ici, on a la fameuse échelle de la douleur. Donc, elle n'est pas la même pour tout le monde. On est un petit peu des fois tanné de se la faire demander, mais c'est comme ça que nous, on peut évaluer notre échelle de la douleur. Donc, si je me lève, je suis à un 3, je fais une activité, ça monte à 4-5, là, c'est le temps que je m'arrête et que j'essaie de diminuer à 3. C'est peut-être pas possible. Il faut que ça diminue un peu parce que sinon, j'arrête pas, je vais remonter à 6, puis 7, puis 6. Il faut que ça s'arrête, sinon, je ne pourrais pas terminer ma journée. Donc, de noter, nous,
Notre échelle de douleur, c'est quoi? Parce qu'un 6 pour moi, c'est peut-être pas un 6 pour ma voisine, puis un 6 pour quelqu'un d'autre. On a chacun notre tolérance à la douleur. Et notre tolérance à la douleur, comme j'expliquais tantôt, peut changer d'une journée à l'autre. Une journée que ça va moins bien, on est moins tolérant à la douleur, ça c'est certain. Ici, on parle rapidement des traitements alternatifs. Il y en a plusieurs. On en nomme quelques-uns ici, que ce soit en masso, en ostéo, en chiro, il y a l'ergophysio, naturopathie, acupuncture, réflexologie. Il y en a plusieurs. Informez-vous si c'est bon pour vous. Prenez le temps de parler avec la personne qui va vous offrir ce service-là. Savoir si elle est spécialisée, si elle connaît la fibromyalgie, quels sont les bénéfices que ça peut vous apporter. Donc, cette personne-là devrait prendre le temps de discuter avec vous avant votre rendez-vous. Et il y a des activités aussi gratuites ou très peu dispendieuses qui peuvent aussi être bénéfiques parce que ça demande de la concentration. Parce que dans ce temps-là, notre attention est détournée, on en a parlé tantôt. Fait que ça peut être du coloriage, du mandala, de la peinture, du casse-tête, ça peut être du scrapbooking, ça peut être toutes sortes de petites activités qui, Scrabble, peu importe, qui vous font du bien, à courte durée s'il faut, mais qui vous font juste reposer, qui vous détournent l'attention, qui diminuent le niveau de la douleur et en même temps, mais qui stimulent votre cerveau, votre motricité fine ou quoi que ce soit. Alors, les traitements alternatifs, il y en a. Mettez-en dans votre coffre à outils et utilisez-en comme vous voulez et comme vous allez en avoir de besoin. Il y a des gens qui connaissent l'appareil TENS, qui est un Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Donc, c'est une stimulation transcutanée des nerfs électriques. Donc, c'est des petites électrodes qu'on pose sur la peau. Les physiothérapeutes s'en servent souvent dans les cliniques, dans les centres de soins. Alors, c'est des impulsions qui sont envoyées puis qui ont des effets de transmission de la douleur, qui bloquent les transmissions de la douleur au cerveau. Et ça stimule et ça augmente des endorphines qui favorisent la circulation sanguine. L'utilisation du stent sur de longue durée ne peut pas créer de dépendance, ne provoque pas d'effets secondaires désagréables. Après, c'est une prise en charge à court terme des symptômes. Ça les fera pas disparaître, mais ça peut les diminuer et c'est ce qu'on cherche, de diminuer notre douleur. Les bienfaits sont cliniquement prouvés, puis il y a différents niveaux de fréquence et qui peuvent être utilisés selon les résultats souhaités. Et faites attention, faites des vérifications, parce que ce n'est pas tous les appareils qui sont homologués par le gouvernement. On peut en acheter à la pharmacie, on peut en acheter dans des boutiques spécialisées. Il y a toutes sortes d'appareils à toutes sortes de prix. Faites vos démarches, faites vos recherches selon votre budget. Il y a des endroits où ils peuvent les louer avec une option d'achat. Vous pouvez les louer pour les essayer. Il y a des endroits où ils donnent des formations virtuelles maintenant, one-on-one, avec vous, pour vous, selon vos besoins, selon vos douleurs. Ils vont vous expliquer comment l'utiliser, l'appareil, où mettre les électrodes. Il y a plusieurs compagnies, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs appareils. Alors, juste faire attention à ce que vous achetez et la façon dont vous allez l'utiliser. Mais l'utilisation du TENS, quand c'est bien utilisé, peut être bénéfique, peut être utilisé de façon préventive. Donc, vous pouvez vous lever le matin et le poser vos électrodes et l'utiliser de façon régulière au courant de la journée avant même que la douleur augmente. Vous avez une sortie, vous savez que vous allez avoir de la douleur pour regarder un spectacle, peu importe, bien, portez vos électrodes, puis passez la soirée avec votre TENS et vous l'utilisez de façon régulière et la soirée reste un peu plus agréable. En conclusion, on sait que la fibromyalgie est un problème très fréquent. Il n'y a pas de traitement miracle.
On apprend de plus en plus à comprendre la fibromyalgie et on essaie d'obtenir de l'amélioration, de la diminution de la douleur. Les douleurs ne disparaissent pas complètement, mais on essaie d'avoir une qualité de vie agréable. On essaie d'améliorer notre quotidien. Il ne faut pas oublier que l'activité physique est la pierre angulaire de votre traitement, que de le combiner avec la médication, le combiner avec une saine alimentation. Il y a plusieurs combinaisons qui sont disponibles. Fouillez régulièrement dans votre coffre à outils. Utilisez ce qui est à votre disposition, ce qui fonctionne. Et soyez doux avec vous-même, soyez patient. Et même si vous avez des moments de découragement, il faut rester positif. Et pour rester positif, entourez-vous. Il y a des associations. La fibromyalgie, il y en a plusieurs au Québec qui sont là pour vous accueillir et vous accompagner. Les associations offrent des groupes d'entraide, ils offrent des activités. Alors, n'hésitez pas à téléphoner, voir dans votre région ce qu'il y a et ce que les associations peuvent faire pour vous aider. Prenez toujours le temps. Si nous nous attardons sur la douleur est tout ce que nous ressentons. Si nous essayons de trouver des joies dans la vie, nous n'avons pas besoin de chercher plus loin que la plus simple des choses. Lorsque nous prenons le temps de profiter de la plus simple des choses, nous ne ressentons plus toute la profondeur de notre douleur. Alors, je termine en disant, prenez soin de vous. Allez-y un jour, 1 heure ou 1 minute à la fois. Et je vous dis, gardez votre plus beau sourire, car il est gratuit et il est contagieux.